Je vais commencer par remercier les organisateurs de la BRAFA pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur que d'être là parmi vous et de vous présenter le nouveau MEG, donc le nouveau musée d'ethnographie de la ville de Genève. Nouveau encore un certain temps parce qu'il a rouvert déjà il y a 1 an et demi, après 4 ans de travaux. Alors je commence par vous présenter un petit film pour mise en bouche. Ça ne dure que 60 secondes, mais ça vous donne déjà une image du MEG dont je vais vous parler. Voilà, alors mon objectif aujourd'hui, en fait, il sera assez simple, c'est essayer de vous donner envie de venir nous visiter au MEG en vous parlant du musée, de son histoire, de ses collections, des collectionneurs et puis de notre programme, les expositions, mais aussi tout ce qu'on fait par ailleurs pour l'accueil des publics, la médiation culturelle et scientifique. Je vous raconte en 2 minutes l'histoire d'une métamorphose, 2010-2014. Jusque 2010, le musée se trouvait depuis 1941 dans un bâtiment d'une ancienne école désaffectée pour insalubrité en 1928 parce que le soleil ne donne que dans les couloirs et pas dans les salles de classe qui sont aujourd'hui encore nos bureaux. Donc école qui est donnée par la municipalité au musée pour y installer les galeries au début de la Seconde Guerre mondiale. Et il aura fallu donc 75 ans d'attente avant que le musée puisse disposer d'un nouveau bâtiment, d'un bâtiment spécialement dessiné pour recevoir les collections et les publics. En 2008, un concours international d'architecture. En 2009, j'arrive à Genève et je prends la direction de l'institution. En 2010, le vote des crédits, du budget, avec l'unanimité du conseil municipal. Un budget pour indication de 67 millions de francs, ce qui est à peu près la même chose que les euros ou les dollars. Aujourd'hui, on est presque à la monnaie unique. Le 26 septembre 2010, nous faisons face à un référendum parce qu'en Suisse, tous les objets qui sont votés par un parlement, quel qu'il soit, municipal ou de l'État, peut être contesté. Et ce fait que des voisins ne souhaitaient pas qu'on coupe les arbres devant le musée pour construire un nouveau musée. Donc on a dû faire face à un référendum qu'on a gagné haut la main avec 60% de votes en faveur du nouveau projet. Et il aura fallu donc 4 ans pour construire ce nouveau musée. Un bâtiment donc qui est aujourd'hui un véritable lieu de vie, c'est un lieu à explorer, à pratiquer, pour vraiment faire des visiteurs, des citoyens du monde, des citoyens curieux de la diversité des cultures, les initier à la richesse des différences, non seulement à travers les collections, mais aussi les arts de la scène, la musique, la danse, l'expression orale. Donc on cherche dans ce musée non pas seulement à présenter des objets, mais la diversité culturelle dans son ensemble, en s'adressant de manière universelle à tous les publics. Le MEG, c'est une histoire tricentenaire dont je vais parler tout de suite. Des collections de renom international. On a un profil assez modeste, mais on est un prêteur aujourd'hui assez important. C'est une large équipe qui rassemble beaucoup de savoir-faire. C'est un des rares musées d'ethnographie en Europe aujourd'hui qui a une équipe complète de conservatrices et de conservateurs pour chacun des continents, mais aussi pour l'ethnomusicologie, pour l'histoire, pour la culture immatérielle. Aujourd'hui en Europe, vous savez peut-être, nombre de musées, vu les contraintes budgétaires, sont obligés de se passer d'un certain nombre de conservateurs. Une équipe aussi à l'image de nos publics, une équipe tout à fait internationale avec des conservatrices et des conservateurs, mais aussi des médiateurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Des projets ambitieux d'exposition dont je parlerai et aussi, et ce n'est pas une petite chose, une collaboration universitaire de plus en plus importante. Alors l'histoire des collections, j'y reviendrai tout à l'heure en prenant le microsite des collections du MEG pour vous en parler. Le bâtiment est donc le nouveau bâtiment, un bâtiment de 7300 m², dessiné par les architectes Grabert et Poulvert de Berne et de Zurich. C'est un bâtiment qui, s'il est très original pour Genève avec son toit pointu et sa façade métallisée,
n'est pas pour autant un bâtiment de star architecture comme on les voit apparaître un peu partout. C'est un bâtiment dont l'aspect extérieur est marqué fortement par le dessin des architectes, mais à l'intérieur et certainement au niveau des espaces des expositions est un lieu extrêmement sobre. On voulait que dans le projet, les salles d'exposition ne portent aucune marque architecturale. Donc on voulait des murs lisses, des sols lisses, des plafonds lisses, aucune marque architecturale pour pouvoir après développer toutes les scénographies que nous voulions sans contrainte. Alors je vous donne ici quelques vues, ça c'est le grand escalier à l'intérieur du musée. Quelques vues de l'installation des objets donc, qui a eu cours en 2014. On a ouvert le 31 octobre 2014. Par exemple cette magnifique cape de Hawaï, qui demandait énormément d'attention, qui est un de nos joyaux. Le soclage qui a dû se faire très rapidement, en 3 mois, pour plus de 1000 objets, je peux vous dire que c'était extrêmement rapide. Les collections du MEG aujourd'hui, c'est en présentation un peu plus de 1000 objets qui représentent un peu plus d'une centaine de cultures différentes. Une des caractéristiques de notre musée, c'est qu'on a des collections issues des 5 continents, donc pas uniquement le monde moins l'Europe. L'Europe fait partie des collections avec des objets de culture matérielle et des arts des cultures pré-industrielles européennes, y compris la Suisse, y compris Genève. Alors, une première vue de l'intérieur. Ceci est l'espace d'introduction à la collection permanente, qu'on appelle le prologue ou prologue historique. Et c'est un espace dans lequel le visiteur peut soit aborder les collections de manière tout à fait libre et de manière esthétique, mais il dispose d'un ensemble d'éléments informatifs à travers les audioguides, à travers les textes, à travers les installations, pour se renseigner sur la provenance des collections. Et de ce fait, j'affirme que le MEG est le premier musée d'ethnographie qui dédie toute l'introduction, un espace très important de sa collection permanente, à l'histoire des collections. Pourquoi à Genève? Pourquoi dans un pays, dans une ville qui n'a jamais eu de colonie, on trouve des collections aussi importantes d'art non européen? Comment sont-ils venus là? Par quelle voie? À quelle période? J'y reviens tout à l'heure. Ensuite, dans la collection permanente, les collections sont présentées par continent, donc les 5 continents, et aussi avec une large section dédiée à l'ethnomusicologie. Ce qui caractérise la présentation, c'est l'égalité de traitement. Toutes les pièces et tous les continents sont présentés avec le même style, avec la même esthétique, avec la même organisation. Il n'y a aucun objet qui est élevé, si vous voulez, par rapport aux autres. Il n'y a pas de collection qui bénéficie d'une présentation plus importante qu'une autre. Donc ici, devant, c'était une section Afrique avec le Gabon et le Nigeria. Ici, dans l'Océanie, avec, si je ne me trompe pas, la Nouvelle-Calédonie d'une part et l'Australie de l'autre. Dans notre nouveau musée, qui est un petit musée, ma foi, au niveau international, nous avons 2000 m² de surface d'exposition. La moitié est consacrée à la collection permanente, l'autre moitié aux expositions temporaires. La première exposition temporaire s'intitulait « Les rois Mochica ». Elle était dédiée à la culture Mochica, donc l'émergence d'un des premiers empires précolombiens andins, tout à fait particulier puisqu'il se développe dans des conditions assez intéressantes, sans monnaie, sans roue, sans la connaissance du fer et sans tout ce qu'on associe généralement à l'émergence des dites civilisations. Alors, grande exposition pour laquelle nous bénéficions de prêts importants de la République du Pérou et des musées ethnographiques de Berlin et de Stuttgart. Alors ici, c'est encore un peu vite parce que les visiteurs ne sont pas arrivés. On arrive à l'ouverture, donc le 31 octobre, avec un grand succès de foule, donc avec près de 20 000 visiteurs sur le premier week-end. J'insiste sur ce fait, ce n'est pas pour juste dire qu'on est bien, on a un grand succès, mais pour dire qu'à Genève, ce musée d'ethnographie, musée des cultures du monde, était un musée qui était très attendu. Je le disais tout à l'heure très brièvement au sujet du référendum, pour ou contre le musée, on a eu vraiment un soutien très très large, c'est-à-dire un soutien de la gauche à la droite de l'échiquier politique, du monde académique, et dans le référendum, c'est le peuple qui se prononce avec un très large soutien. Donc, pour dire que dans ce projet, la base, le soutien, l'intérêt pour un musée des cultures du monde était vraiment très fort. Et ça s'est traduit en 2015 avec 170 000 entrées, ce qui, dans une ville de moins de 200 000 habitants, n'est pas mal du tout.
Alors, le même prologue, la même introduction à l'histoire des collections sur lesquelles je reviens, mais avec le public. Ça, c'est une vue de l'exposition temporaire sur les Ramochica. On a un grand espace avec d'à peu près 500 mètres carrés avec des doubles hauteurs sur près de 20 mètres qui nous permettent de faire des installations, des scénographies assez impressionnantes. Le MEG a une ambition aussi, c'est de vraiment avoir une offre qui est tout à fait universelle. Donc toute l'offre du musée doit être accessible à tous les publics, et même s'il y a des contraintes ou des limitations, parce qu'on sait que les musées, tout le monde ne va pas encore au musée, on démarche de manière tout à fait proactive les non-publics, où qu'ils soient et quelles que soient les catégories socio-économiques. Et on a aussi un personnel d'accueil et un personnel de médiation qui est spécialisé dans les besoins de tous les publics. Il s'agisse de la toute petite enfance. On a été le premier musée à Genève et en Suisse romande à accueillir les enfants dès 2 ans et demi avec des moniteurs spécialisés jusqu'au 3e âge. On a un très grand succès avec Cité Senior et l'Uni3, qui est l'université 3e âge à Genève, qui littéralement à qui il faut presque donner des quotas parce qu'ils prennent d'assaut toutes les offres de visites que nous avons et d'ateliers au musée d'ethnographie. Alors, le musée, c'est aussi une scène avec l'ambition de vraiment donner au public la possibilité d'aborder, comme je disais tout à l'heure, non seulement les arts plastiques, les arts visuels, mais aussi les arts de la scène. Donc on travaille pour ce faire en partenariat avec la plupart des festivals à Genève, de danse, de théâtre. On a aussi des conteurs avec qui on travaille sur une base régulière. On travaille aussi bien avec des représentants ou des musiciens, des artistes représentants des cultures traditionnelles qu'avec des artistes contemporains. Ici, on a Fafa Punk qui est un slammer lyonnais. On travaille aussi avec des auteurs contemporains. On coproduit aujourd'hui aussi des créations contemporaines pour la scène. Là, en revanche, c'est une image d'un artiste japonais qui pratique une musique traditionnelle. Le musée, c'est aussi une boutique et une bibliothèque, médiathèque. Alors ça, j'ai coutume de dire que le musée a 2 cerveaux. Dans le ventre, il a les expositions. Comme vous le savez, le ventre est plein de neurones, c'est quelque part notre second cerveau. Et puis, au 2e étage, il y a la bibliothèque médiathèque, la bibliothèque Marie-Madeleine Lancou, du nom d'une mécène qui a légué 10 millions de francs pour la construction de ce musée. Et bibliothèque qui est la transformation, si vous voulez, de la petite bibliothèque d'études spécialisée que nous avions, qui avait 12 chaises et qui accueillait 5 ou 6 chercheurs par semaine, qui aujourd'hui est un véritable 3e lieu, comme on dit dans le domaine des bibliothèques, un lieu qui est beaucoup plus ouvert, qui est devenu une véritable bibliothèque spécialisée de lecture publique, avec des bibliothécaires qui sont rompus à l'accueil des publics, qui peuvent encore une fois accueillir les enfants qui peuvent venir librement dès l'âge de 6 ans. Et on est la première bibliothèque à avoir donné un âge minimal d'accès autonome, donc les enfants peuvent venir sans leurs parents et être accueillis à la bibliothèque. Et bien entendu, on accueille toujours les chercheurs qui ont des espaces dédiés. C'est aussi une bibliothèque dans laquelle on peut consulter de la musique, sous forme de disques qu'on peut emprunter, sous forme d'archives numériques. Le MEG conserve les archives internationales de musique populaire qui sont aujourd'hui entièrement numérisées, qui représentent 17 000 heures d'enregistrement numérique. Si vous allez sur le site du musée, vous pouvez consulter environ 3700 de ces heures, mais sur place, vous pouvez consulter toute la base de données. C'est aussi un lieu pour emprunter et consulter du film. Donc nous avons aujourd'hui presque 1 millier de titres de films, donc de cinéma anthropologique, ethnographique et connexe, le cinéma du réel, qui vient donc compléter la bibliothèque avec les livres et les enregistrements musicaux. Donc l'idée, dans mon point de vue, est que les expositions soient toujours un point de départ pour les visiteurs, et on essaie chaque fois que l'on peut, de les encourager après, quand ils sortent des expositions, à prendre l'ascenseur, aller à la bibliothèque et approfondir les sujets qu'ils ont abordés dans les expositions et qui ont retenu leur attention. Deuxième exposition temporaire qui vient de fermer il y a quelques semaines, le bouddhisme de Madame Butterfly, grande exposition dédiée à cet aspect particulier du japonisme qui était l'intérêt en Occident dans les lettres, les arts et les sciences pour le bouddhisme du Japon. Donc exposition réalisée avec des prêts très importants de la plupart des grands musées
à caractère ethnologique en Europe et du Musée national des arts asiatiques Guimet, qui était le principal prêteur. Donc exposition particulièrement remarquée avec une scénographie ici très différente. Vous voyez sur la gauche de l'écran par exemple une reconstitution de la grande rotonde du musée Guimet, dans laquelle nous avons reconstitué rassemblé tous les éléments de mobilier et d'hôtel qui avaient été utilisés en 1891 et 1893 par Émile Guimet dans son musée à Paris, à Lyon encore à l'époque, pour y tenir des cérémonies religieuses bouddhiques. On a même à cette occasion reconstitué la liturgie, donc les chants de la liturgie en singalais, en chinois et en japonais, telles qu'elles avaient été pratiquées au musée Guimet. Là en revanche c'était à la sortie une présentation du film de Mitterrand, Madame Butterfly.